1798, en France. Depuis la mort de Louis XVI, 6 ans plus tôt, la République a battu un par un ses ennemis européens. La coalition formée en 1793 est vaincue, et l'invasion de la France n'est plus à l'ordre du jour. Il ne reste plus que le Royaume-Uni qui, protégé par un bras de mer et par une puissante marine, refuse de rendre les armes. Pour en finir avec Londres, le choix du gouvernement se porte donc non pas sur une invasion des îles britanniques, mais sur la province d'Égypte. Située à mi-chemin entre l'Angleterre et sa riche colonie des Indes, la province égyptienne est située sur les routes commerciales dont dépendent les Anglais pour financer leur guerre. Napoléon, qui commande l'expédition, pourra-t-il faire de cette campagne un nouveau succès ? Car à Paris, personne ne croit réellement au succès de cette aventure. Le véritable enjeu est d'éloigner Bonaparte de Paris, lui dont l'ambition politique semble insatiable. Mais le gouvernement prend également un risque diplomatique important. L'Europe va-t-elle rester neutre face à la conquête française de l'Égypte ? Ou va-t-elle trouver un nouveau prétexte pour se coaliser une seconde fois contre la République ? Toulon, été 1798. Dans le port de la ville, une gigantesque armada de près de 400 navires prend la mer au début du mois de juin. Sa direction ? L'Égypte. Cette province aussi mythique que mystérieuse, Bonaparte rêve de la conquérir. Mais pendant la traversée, ce dernier doit se méfier de Nelson, qui surveille la Méditerranée. Heureusement pour lui, la flotte française navigue sans encombre et prend même l'île de Malte le 11 juin, avant de reprendre la route et d'atteindre Alexandrie une vingtaine de jours plus tard. En arrivant, Bonaparte sait qu'il prend un risque diplomatique majeur. En effet, l'Égypte est située au sein d'une région dominée par l'Empire ottoman, et le sultan pourrait s'agacer d'une ingérence française au Proche-Orient. Pire, l'expédition menace également les intérêts des Russes, qui sont les protecteurs déclarés des chrétiens de la région. Le tsar pourrait donc directement intervenir et former une alliance avec Constantinople et Londres. Bonaparte est conscient de cela et veut agir rapidement avant que Moscou n'entre dans le conflit. L'armée se met donc en marche, direction le Caire, où l'armée des Mamelouks, du nom de l'organisation qui dirige l'Égypte, attend les Français, à quelques kilomètres seulement des pyramides. Organisant ses défenses, Mourad Bey fait investir un camp retranché en amont du Caire, où il concentre 20 000 fantassins et 50 pièces d'artillerie. Sur la gauche du champ de bataille, il fait placer sa cavalerie, et à la vue des soldats français, sans perdre de temps, il donne l'ordre à cette dernière d'engager les hommes de Bonaparte et de les repousser vers le nord. Les Mamelouks s'élancent donc dans une gigantesque charge, en plein désert, sans avoir préparé le terrain, sans l'appui de leur artillerie, ni de leur infanterie. Du pain béni pour Bonaparte, qui place ses canons sur les hauteurs et leur ordonne de faire feu sur les cavaliers. Les Mamelouks essuient de terribles pertes face aux canons français, mais ce n'est rien face au choc qui les attend contre l'infanterie. Bonaparte ordonne à ses troupes de former 2 carrés éloignés de quelques mètres l'un de l'autre. Les hommes de Mourad Bey s'enfoncent alors dans le piège et sont pris dans un feu croisé qui décime leurs effectifs. En quelques heures, la bataille des pyramides tourne au véritable carnage pour les Mamelouks. Sur 8000 cavaliers lancés dans la charge, les 3 quarts n'en reviendront pas. Les Français, de leur côté, n'ont que 30 pertes à déplorer. Désormais, les Français encerclent le camp retranché, puis montent à l'assaut des remparts. Mal défendus, les défenses égyptiennes sont rapidement brisées. Des milliers de soldats fuient alors vers l'extérieur et se retrouvent coincés entre le Nil sur leur gauche et l'infanterie française sur leur droite.
Les fuyards sont alors taillés en pièces par les canons français, si bien qu'à la fin de la bataille, Mourad Bey perd la moitié de son armée. La bataille des Pyramides est une victoire totale. Mourad Bey se réfugie vers le nord et l'armée française investit le reste du pays. Mais la joie est de courte durée. Sur la mer Méditerranée, Nelson est en approche. Bonaparte, sentant le danger, ordonne à l'amiral Bruet de fuir immédiatement et de se réfugier en Grèce. Mais ce dernier refuse d'abandonner l'armée. Il met l'option de la fuite à l'écart et prépare sa défense. Pour contrer Nelson, Bruet se réfugie dans la baie d'Aboukir. Le premier avantage de cette position est que les eaux y sont peu profondes. Il est donc difficile d'y manœuvrer un bâtiment de guerre. Bruet range alors ses navires en ligne, en les plaçant près de la côte, de telle façon que si un navire anglais les déborde par la gauche, ils se fracasseront sur les rochers. Ainsi, les Français seront donc assurés d'affronter les navires anglais en 1 contre 1. De plus, à la pointe du banc de sable qui délimite la baie, on y trouve un fort qui est armé de canons et de mortiers. Si les Britanniques approchent les Français par l'ouest, ils seront pris dans un feu croisé qui protégera l'avant-garde. Sur le papier, le plan de Bruet semble donc tout à fait crédible. Mais comme vous allez le voir dans les prochaines secondes, la mauvaise préparation des marins français et l'audace de l'amiral Nelson va faire tourner la bataille à la catastrophe. Vers 18h, l'amiral Nelson entre sur le champ de bataille. Ignorant tout de la topographie des lieux, il ordonne à l'amiral Hood de partir en reconnaissance. Lors de son approche, Hood subit le feu du fort d'Aboukir, mais il se rend compte que les tirs français ne sont pas assez puissants pour l'atteindre. Voilà la première erreur de Bruet. L'espace qui sépare le fort des navires français est trop grand. Les navires britanniques peuvent donc s'élancer sans craindre de subir un feu croisé. Nelson ne perd pas une telle opportunité et ordonne à l'ensemble de ses navires d'avancer. Mais Hood n'a pas fini de s'étonner de la médiocrité des défenses françaises. En mesurant la profondeur de l'eau, il s'aperçoit que Bruet a fait une deuxième erreur. L'eau est assez profonde pour que les Anglais débordent les navires français par leur gauche. Pour la flotte républicaine, c'est le début de la catastrophe. Les Anglais vont affronter des bâtiments ennemis à 2 contre 1. Du gâteau pour Nelson, qui en quelques heures ne fait qu'une bouchée de l'avant-garde française. Bruet regarde son avant-garde se faire étriller, impuissant. Bien sûr, il veut faire appel à son arrière-garde, qui pourrait faire voile vers l'avant, afin de soutenir les navires assaillis. Mais ses officiers ont reçu l'ordre de se maintenir en ligne, et se maintiennent ainsi. Nelson en profite et déploie le reste de ses navires sur le centre français. Après quelques heures de lutte acharnée, les Anglais parviennent à isoler le navire amiral, l'Orient, et le pilonnent de tous les côtés. Ce dernier finit par prendre feu, puis vers 22h, les flammes atteignent la réserve de poudre, et le bâtiment explose. La bataille d'Aboukir est un désastre pour Bonaparte. En seulement 2 mois, la campagne d'Égypte est d'un point de vue militaire condamnée à l'échec. La France n'a plus de navires et le corps expéditionnaire ne peut plus recevoir de renforts. Profitant de cette situation, l'Empire ottoman déclare la guerre à la France. Elle est rejointe par la Russie, qui voit l'ingérence française en Égypte comme une menace pour ses intérêts. Sentant le vent tourner, Naples rejoint les coalisés,
puis l'Autriche reprend les armes quelques mois plus tard. En Égypte, le corps expéditionnaire va devoir faire face seul aux armées britanniques et ottomanes. Coupé du reste de l'armée, Napoléon réussira-t-il à faire de cette expédition un succès militaire? Le général obtiendra-t-il la gloire qu'il est venu chercher si loin des frontières de la République? Et si le vainqueur de la première coalition est occupé en Égypte, comment l'armée française va-t-elle faire face à l'Europe une nouvelle fois coalisée contre elle? Si vous souhaitez le découvrir, vous pouvez vous abonner à notre chaîne, cliquer sur j'aime en bas de la vidéo et rendez-vous au prochain épisode.